parce que je vais y passer la main dans peu de temps, mais bon, je pense que je serai encore là l'année prochaine. Voilà. Et la première oratrice ce matin est Michaela Mayero de l'université, j'ai perdu le mot, Sorbonne Paris-Nord, et qui va nous parler des assistants de preuve pour l'analyse réelle et numérique, un focus sur ROC et de la recherche à l'enseignement. Voilà, je laisse la parole à Michaela. Bonjour, ça va? C'est assez, je parle assez fort, c'est bon, le micro fonctionne, d'accord. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas forcément parler, je ne vais pas du tout parler de réel d'ailleurs, ni d'analyse, ce sera pour demain. Aujourd'hui, je vais faire une présentation, une introduction à tout ce qui est preuve formelle, avec un petit panel historique, parce que d'après ce que j'ai compris, vous êtes matheux. Voilà. Donc la logique, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec la logique, avec l'informatique peut-être encore moins, enfin pas l'informatique de tous les jours, hein, je parle l'informatique fondamentale. Donc je vais faire un petit panel d'introduction pour arriver jusqu'aux assistants de preuve, en partant de la logique d'il y a longtemps, et demain on rentrera plus dans le vif du sujet qui est l'analyse réelle et l'analyse numérique, qui est une partie compliquée, un peu particulière des assistants de preuve. Donc on va faire un petit peu d'histoire, de la logique à l'informatique, en passant par les maths. Après on focusera sur ROC. Alors des assistants de preuve, je ne sais pas si vous connaissez un peu les mots-clés des assistants de preuve, il y en a plein. Je vais en citer quelques-uns. On va voir aussi à quoi ça sert, comment on peut les utiliser. Et à la fin, il y aura une démo. Et puis je vous demanderai, vers le milieu, je vous demanderai un peu votre avis, ce que vous préférez qu'on fasse ou pas. Donc, alors, la logique, alors ça c'est une présentation que je fais un peu dans les lycées, parce que souvent les élèves ou même les étudiants, ils n'ont pas la notion, pour eux, quand on est né avant 2000, on date déjà beaucoup, on est déjà très vieux, donc ils ont du mal à se placer dans le temps. Et donc, au niveau, puisqu'on parle de logique, la logique, les premiers questionnements sur comment est-ce qu'on raisonne, comment est-ce qu'on réfléchit, ça date quand même d'il y a un certain temps. Hein. Donc le premier qu'on peut citer, c'est Aristote, moins 300. Et puis dans les civilisations un petit peu indo-pakistanaises, il y a les coutumes du Nyaya, là on est à plus 500, où les gens ont commencé à se dire mais on réfléchit, mais qu'est-ce que ça veut dire que de réfléchir? Comment on peut... Alors, j'irai pas utiliser jusqu'à le mot formaliser, mais pourquoi pas? Donc, Aristote, il s'est quand même posé des questions sur sa fameuse phrase très connue, tous les hommes sont mortels, je suis un homme, donc je suis mortel, etc. Donc, voilà. Ensuite, alors c'est pas ensuite, c'est avant. Avant de commencer à essayer de raisonner sur qu'est-ce que ça veut dire raisonner, il y avait les maths. Alors les maths, on remonte en Mésopotamie ou dans à peu près toutes les civilisations à moins 3000. Alors les maths, pourquoi? Les maths pour calculer surtout, pour construire des choses ou pour faire du commerce sur des tablettes en argile, des choses comme ça. Donc ça, c'était déjà des maths. Formaliser, alors après on parle de formaliser la réflexion, donc après le calcul viennent les théorèmes, donc là ça vous parle aussi, c'est-à-dire essayer de voir un peu généraliser les calculs qu'on fait pour les pyramides. Donc souvent aux élèves de 3e ou de seconde, je leur cite Pythagore et Thalès parce que c'est ce qu'ils connaissent le mieux, avec Hypatie, Sophie Germain au XIXe siècle. Donc et tout ça pour dire qu'il n'y a pas de genre, il y a aussi des hommes, des femmes dans toutes ces réflexions-là.
Alors, on reste. Alors là, vous voyez, on est à moins 500, un peu le 19e siècle, mais 400. Et les maths ont commencé à s'intéresser à la logique, mais vraiment, il y a 1000 ans d'écart. Je vous montrerai une frise tout à l'heure. Il y a vraiment 1000 ans d'écart entre les débuts de qu'est-ce que ça veut dire réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire raisonner, et puis comment on peut formaliser la réflexion. Et donc là, c'est la logique qui apparaît avec au XVIIe siècle Leibniz. On reparlera, puisque en fait tous ces personnages-là ont vraiment contribué à l'avènement des outils de preuve formelle. On va retrouver tous ces noms quand on va parler de preuve formelle, avec Hilbert, alors Brouwer. Alors là, j'ai mis des petites épées parce qu'il y a, comment dire, ils se sont fightés, enfin, ils se sont bagarrés. Alors je vais revenir dessus parce que justement, on va parler de logique classique, de logique intuitionniste, et donc logique classique côté Hilbert, logique intuitionniste côté Brouwer. Et avant qu'on ne s'aperçoive qu'en fait c'était deux logiques différentes et qu'il n'y en avait pas une meilleure que l'autre, qu'il n'y en avait pas une qui était fausse et une qui était vraie, du coup ça a fait une sorte de querelle entre ces grands personnages. On parle aussi alors j'ai pas mis tout le monde, mais il y a le paradoxe avec Gödel. Il y a Kolmogorov qui, à peu près en même temps que Brouwer, a commencé les prémices de la logique intuitionniste aussi. Et puis Alonzo Church, bien sûr, on va en reparler. Tout ça, c'est des noms qui vont revenir dans la théorie. Alors là, on était toujours dans les maths. Hein. Donc on a fait la logique, les maths, et puis il y a quand même l'informatique. Alors l'informatique, on le situe souvent vers les années 36 avec la machine de Turing, mais si on prend une partie calcul, si on s'intéresse au calcul, et ça Benjamin tout à l'heure il va vous parler un peu côté calcul, on peut remonter à la Pascaline de Pascal. Donc ça c'est pour calculer, en gros la Pascaline c'est la première calculatrice. Donc là on est déjà dans l'informatique en quelque sorte, puisqu'il s'agit d'automatiser le calcul. La machine de Charles Babbage qui avait pour but de faire des programmes, et puis la machine de Turing en 1936. Donc là on est dans l'informatique avec Ada Lovelace qui était une étudiante de Babbage. Et alors Ada, c'est la première implémentation d'un algo. Donc un algorithme, on peut voir ça un peu côté... Un algorithme, pour moi, c'est un peu des maths, c'est-à-dire c'est une recette pour faire des choses. Et puis l'implémentation de cet algo en tant que programme pour la machine de Babbage. Donc là, on est en 1843. Donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment 2 millénaires d'évolution. Alors j'ai été obligée de mettre des pointillés parce que bien sûr, 2 millénaires, ça passe pas. Mais tout ça, vous voyez que là, entre 300 et 1600, au niveau logique, alors je ne parle pas des maths, mais au niveau logique, il ne se passe pas grand-chose. Et surtout, c'est vers le 19e que ça commence à bouillonner, surtout au niveau maths, hein, la logique mathématique. Alors là, les mathématiciens se sont emparés de la logique vraiment énormément, jusqu'à l'avènement de ce qu'on peut, nous, appeler l'informatique maintenant, qui est l'automatisation de cette logique. Et ce qui est amusant, c'est qu'en France, par exemple, la logique, elle est plutôt classée dans l'informatique. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, pour le coup, mais elle est plutôt classée dans l'informatique. Mais il y a pas mal de pays, en Espagne, par exemple. En Espagne, la logique fait partie des maths. Donc les départements de maths, ils font la logique. Il y a d'autres pays
où j'ai vu un candidat une fois, il avait fait de la chimie, et en fait, alors je me souviens plus de pays, c'est dommage, il faudrait que je recherche, et ce candidat-là nous expliquait que dans ce pays-là, la logique était associée à la chimie, donc c'est les chimistes qui faisaient de la logique. Donc c'était, voilà, donc... alors, nous, on va en venir ici, dans les années 70, aux assistants de preuve. Alors, on a parlé de calcul, mais on a aussi parlé de théorèmes. Et donc, les théorèmes, c'est quoi? C'est prouver la formalisation. Donc, c'est les preuves formelles. Donc, on ne peut pas citer les assistants de preuve sans citer la théorie des types de Martin-Löf. Donc, je reviendrai sur la théorie des types de Martin-Löf. Alors, vous voyez que tous ces gens-là, là, c'est vraiment très, très, très récent. Ça fait 50 ans. Hein, donc quand je dis ça aux élèves, 50 ans c'est vieux, mais non, par rapport à moins 3000, 50 ans c'est vraiment très très jeune. Et d'ailleurs, Martin-Löf, il est contemporain, hein, on le rencontre encore. Debrun, ça fait pas longtemps qu'il est décédé, et personnellement j'ai mangé à sa table, donc tout ça pour dire que c'est des gens, on est contemporains de ces gens-là. Thierry Coquan, pareil, encore un exercice, même pas à la retraite. Christine Paulin non plus. Enfin non, j'aurais pu mettre Benjamin ici comme photo parce que voilà, voilà. Donc c'est vraiment une science qui est toute neuve. Et il s'agit d'utiliser les ordinateurs pour pouvoir vérifier des démonstrations. Alors, si je refais un petit schéma récapitulatif à partir des années 70, du coup, je commence ici, c'est la petite boîte orange qui est là. Je commence ici. Donc, le premier, c'est le système automate de Debrun. Ensuite, il y a un autre, donc on verra tout à l'heure que tous ces systèmes sont basés sur plusieurs théories mathématiques et sur plusieurs logiques. Donc, il y a des prouveurs ensemblistes, il y a des théories qui sont plutôt intuitionnistes, il y a des prouveurs plutôt classiques. Et nous, on va se focaliser sur Koch. Alors, comment dire? Koch, je vais parler de deux choses. Je vais parler de Koch et de Roch, et souvent je vais mélanger les deux, parce que jusqu'en 2023, enfin là, il y a un an ou deux, Koch s'appelait Koch. D'accord, c'était le nom de Koch, en référence au calcul des constructions, en référence à Thierry Coquan, en référence à Koch, c'est un outil français, Cocorico, etc. Donc c'est un joli nom que moi j'appréciais, moi j'aimais beaucoup. Mais en 2023, je crois, 2023 ou 2024, 2023 je pense, le nom a changé et maintenant il s'appelle Roch. Mais en fait c'est exactement le même outil, il y a juste le nom qui a changé. Et voilà, comme je vais mélanger les deux, donc vous perdez pas, si je dis Roch ou Koch, c'est pareil. Voilà. Donc dans les années, donc il y a plusieurs outils qui sont nés avec plusieurs influences. Donc ces théories-là, la théorie des types de Martin-Löf, le calcul des constructions de Coquan-Huet, le calcul des constructions inductives de Paulin, Morin, Werner, enfin voilà, ça ont influencé tous ces outils. Et donc ça c'est juste pour voilà un panel de ce dont on va parler. On rentre un peu dans le vif maintenant, un peu plus la partie historique est un peu finie. Alors c'est quoi, pourquoi? Alors en 2026, on est en 2026, ces outils sont utilisés principalement dans deux directions. La correction de programmes et de problèmes critiques. Alors ça c'est un exemple. Pourquoi j'ai mis cet exemple-là? C'est parce que je vais en parler demain. Demain je vais vous parler d'éléments finis. Les éléments finis, pour le coup, ça c'est des maths, c'est de l'analyse numérique, donc ça c'est des mots qui sont familiers, mais on formalise, le but c'est de prouver les programmes qui font des calculs sur les éléments finis. Et donc ici on voit une plateforme pétrolière, et cette plateforme pétrolière s'est totalement écroulée, justement parce que le programme qui
calculait les éléments finis qui sont sur sa plateforme, a eu un bug. Et donc le but, c'est de prouver la correction de ces programmes. Alors vous allez me dire, ah oui, mais il suffit de faire des tests, il suffit de faire du model checking, il suffit... Non, là, on n'est pas du tout dans la vérification ni dans les tests, on est dans la preuve de programme. Et la preuve de programme, ça présente l'avantage que on obtient des programmes qui sont vraiment prouvés par des propriétés mathématiques que l'on a démontrées. On peut même en extraire un programme, je vais en parler après. Et donc on est sûr, on appelle ça des programmes zéro défaut. On est sûr que vraiment le programme, il est sûr puisqu'on l'a montré mathématiquement, il a été vérifié, les propriétés ont été vérifiées mathématiquement par nos théorèmes. Et puis l'autre direction, alors en ce moment ça bouillonne, je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est la formalisation des mathématiques. Alors le mot-clé, il y a IA dedans, intelligence artificielle. On veut utiliser l'intelligence artificielle pour prouver des théorèmes mathématiques qui sont encore ouverts, qui n'ont jamais été démontrés. On veut utiliser l'intelligence artificielle pour formaliser les maths dans les théorèmes prouveurs, mais on veut utiliser les théorèmes prouveurs pour démontrer la correction de ce que fournit l'intelligence artificielle. Donc ça, là j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, grosso modo, une dizaine de confs qui datent il y a 2 mois. Hein. Voilà, elles sont toutes hyper récentes sur ce sujet-là. Alors après, je ne vais pas parler des conséquences environnementales, je ne vais pas parler des conséquences potentiellement sur le fait qu'il y a des grandes sociétés qui s'emparent de ça, comme Microsoft, Google, et qu'on craint un peu que certains théorèmes ne soient brevetés. Enfin, on brevette pas les maths, hein. Je suis pas là pour... vous allez pas me contredire, je pense. Les maths, c'est pas quelque chose qui doit être breveté. Donc voilà, mais ça, en tout cas, en ce moment, ce sujet est bouillonnant. Et alors moi, je vais pas en parler, pour le coup. Voilà. Peut-être que Patrick Massot, demain, vous en parlera un peu, on verra. Alors... Du coup, si je reviens aux familles de prouveurs, alors pourquoi faire? Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, pour prouver des propriétés mathématiques, pour faire de la preuve de programme, des spécifications, et alors dans la vraie vie, c'est utile aussi. On a pas mal d'exemples que vous utilisez d'ailleurs tous les jours, qui ont été... dont les programmes ont été prouvés formellement. En particulier, on peut citer la ligne 14. La ligne 14, le métro qui conduit tout seul. Donc lui, il a été... donc c'est Matra qui était à l'œuvre il y a... C'était quand? Dans les années 97, 98, un petit peu avant les années 2000. Et donc avec la méthode B, la NASA utilise un autre prouveur qui s'appelle PVS pour prouver des choses sur les systèmes d'avionique. Il y a la Java Card, le compilateur du langage C, qui a été certifié aussi. Il y a, comme je disais, des exemples aussi très significatifs de développement bibliothèque. Alors Benjamin, il vous parlera du théorème des 4 couleurs. Il y a le théorème de Feit-Thomson, il y a la conjecture de Kepler, qui a été prouvée en Isabelle HOL. Voilà. Et donc, comme je disais tout à l'heure, les preuves, on n'est pas dans la vérification, c'est pour ça qu'on utilise le mot-clé preuve, on est dans ce qu'on appelle des démonstrations. Alors, c'est preuve formelle, mais c'est des démonstrations, des vraies démonstrations mathématiques. Alors, la logique, alors tout ça, tous ces outils, forcément, ils ne sont pas basés sur rien. Je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas parler d'outils de preuve formelle sans parler de Brouwer, sans parler de Martin-Löf, sans parler de Debrun, sans parler, voilà. Donc là, on y arrive. Donc, il y a plusieurs logiques sous-jacentes sur lesquelles sont basés ces prouveurs. Il y a la théorie des ensembles. Donc, la méthode B dont je vous parlais tout à l'heure pour le météore, pour la ligne 14, elle est basée sur la théorie des ensembles. Il y a le calcul des constructions inductives. Donc ça, je vais vous reparler de Martin-Löf et de Thierry Coquan et de Christine Paulin sur ça. Il y a les logiques d'ordre supérieur, il y a la logique du premier ordre,
Il y a tout ce qu'on appelle la théorie des types versus la théorie des ensembles, la logique classique versus la logique intuitionniste, l'isomorphisme. Donc là, on retrouve, alors j'ai pas cité Curie ni Howard, mais on retrouve l'isomorphisme de Curie-Howard. Alors souvent on dit l'isomorphisme de Curie-Howard, mais mon directeur de thèse nous avait appris que Debrun avait beaucoup participé, et donc lui il disait isomorphisme de Curie-Debrun-Howard, donc du coup j'ai pris cette habitude, et tout ça, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, ça fait que grâce à cet isomorphisme, on peut extraire de nos preuves un programme. C'est comme si vous, quand vous faites une preuve au tableau, papier, crayon ou mathématiques, et ben une fois que vous avez fait votre démonstration, et ben hop, automatiquement, vous avez un programme qui provient de ce que vous avez démontré. On reviendra dessus un petit peu tout à l'heure sur l'isomorphisme de Curie-Howard. Alors, exemple de prouveurs. Donc du coup, les prouveurs, je vous avais dit, vous allez avoir une liste de prouveurs, et on peut les classer suivant différentes méthodes. On peut les classer soit suivant la logique, ou soit suivant d'autres critères, qui est le transparent juste après. Donc, le premier prouveur, qui était automate de Debrun, c'est plus une logique propositionnelle. Alors, je vais revenir sur cette notion, mais si logique propositionnelle, je pense que ça vous parle. Logique du premier ordre aussi. Donc, premier ordre, c'est qu'on commence à quantifier sur les variables. Donc, c'est une logique propositionnelle où on ajoute des variables et on peut quantifier dessus. La logique d'ordre supérieur, donc là je vais revenir dessus aussi, c'est la logique où non seulement on quantifie sur les variables, mais aussi on peut aussi quantifier sur les propositions, sur les fonctions. Donc on passe à un ordre supérieur. Qu'est-ce que la théorie des ensembles, comme je disais tout à l'heure, et le calcul des constructions inductives. Donc entre aujourd'hui et demain, vous allez principalement entendre parler de deux prouveurs, Rock et Lin. Lin, c'est le tout dernier né, c'est le dernier petit bébé, il est ado, on va dire. Donc ça, ce sera en fin de journée, je crois, et puis demain aussi, et puis vous aurez un TP avec Patrick Massot sur Lin. Donc vous voyez que c'est un peu comme les langages de programmation. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ça dépend ce que vous voulez faire, ça dépend ce que vous voulez prouver avec, ça dépend si vous voulez en extraire un programme, ça dépend si vous voulez faire des maths constructives ou des maths classiques. Alors vous, je pense que vous faites que des maths classiques dans vos cours. Voilà. On va parler un petit peu de maths constructives, mais à peine. Donc voilà, ça dépend ce que vous voulez en faire. Une autre manière de classer, et ça, pourquoi je vous le présente, c'est parce que demain, justement, je vais vous parler d'analyse réelle et d'analyse numérique, c'est via les nombres. Donc, les nombres, vous avez les entiers, juste les entiers de Peano, donc 0, 0, successeur, donc c'est les nombres. Vous avez un petit peu plus d'arithmétique, donc de l'arithmétique entière. Alors, ça ne veut pas dire que dans ces prouveurs, vous avez que de l'arithmétique, parce que par exemple, HOL ou Isabelle ou dans Coq ou dans PVS, il y a aussi des réels. Mais je veux dire, au niveau un peu historique, c'est les premiers nombres qui sont apparus. Vous avez des nombres réels. Alors, les nombres réels, comme je vais vous en parler demain, ça pose un vrai souci. Et pourquoi? Vous voyez que là, on est dans les années 80, 70-80, alors, sauf Agda qui est un peu particulier, mais 70-80. Les nombres réels, on est plutôt dans les années 90, voire la fin des années 90. Donc là, c'est pareil, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'années entre chaque développement? C'est parce que c'est pas si simple que ça. Et puis alors les nombres flottants, oui, demain je vous en parlerai aussi. C'est quoi la différence entre les nombres flottants et les réels? Les nombres flottants,
c'est pas des maths. Il ne faut pas que je dise ça, c'est un peu exagéré quand même. Mais vous, en tout cas, quand vous faites vos démonstrations en tant que matheux, vous faites des démonstrations avec des réels, d'accord ? Les réels qui ont les bonnes propriétés, les réels sont des nombres, l'addition est associative dans les réels, etc. etc. Les nombres flottants, sauf que les réels, c'est comme on dit la droite du continu, donc on ne peut pas représenter ça en machine. Donc les vrais réels en machine, c'est un peu, il n'y en a pas, je modulerai mon propos demain, mais voilà. Mais donc les flottants, c'est une approximation des nombres réels pour les machines. Donc il y a des normes qui disent, ce réel-là, on peut l'approcher par tel nombre avec une borne d'erreur qui est comme ci, comme ça, donc c'est la norme I3E 754, etc. Donc là, on est vraiment dans l'informatique, les nombres flottants, mais forcément, comme on est dans des outils informatiques, il faut qu'on ait des nombres flottants. Alors, c'est là où je vais vous demander un petit peu... Quelle heure il est ? Ah, j'ai peut-être un peu le temps. C'est là où je vais vous demander un petit peu votre avis. Là, on focus sur Rock. On va focuser sur Rock, parce qu'il faut bien prendre un exemple. Et donc, Rock, c'est un outil qui a une trentaine d'années, non, je ne vais pas compter, 40 peut-être, voilà, où les choses ont été pensées depuis longtemps. Et que j'utilise en particulier, donc c'est celui que je connais le mieux, donc c'est aussi pour ça que je préfère m'orienter sur Rock. Là, on a le choix entre vraiment détailler toute la logique et toute la théorie qui se trouve derrière ces outils, que probablement vous ne connaissez pas tellement, ou soit faire passer relativement rapidement pour aller après faire une démo, ou alors faire une démo d'abord pour que vous sachiez vraiment à quoi ça ressemble, et revenir sur la théorie derrière. Donc c'est un peu modulable, je ne sais pas ce que vous préférez, je veux juste quand même parler de cette présentation. Donc le calcul des constructions inductives, c'est vraiment la base de Rock. C'est aussi la base de Lean. C'est basé sur la théorie des types de Martin-Löf avec égalité et univers. Donc ça, je vais passer. Donc ça, c'est des évolutions. Au départ, la théorie des types de Martin-Löf était inconsistante. Et il s'avère que Jean-Yves Girard a montré cette inconsistance. Et donc, du coup, les univers ont été introduits dans la théorie des types de Martin-Löf, justement pour remédier à cette inconsistance. Donc du coup, c'est tout ça pour dire que Rock n'est pas inconsistant, puisque c'est une théorie des types avec univers. Et donc ça a donné le calcul des constructions de Cocan-Huet en 85. Il n'y avait pas de type inductif au début, donc les types inductifs, c'est une manière de définir et d'utiliser la récurrence. Donc ça, inductif, vous connaissez ce mot, en fait, c'est la récurrence, c'est tout ce qui est preuve par récurrence. Et donc, Christine Paulin, avec Benjamin aussi, ont ajouté les types inductifs. Et donc, le calcul des constructions, ça englobe tout ça. Le lambda calcul simplement typé, la logique d'ordre supérieur, la déduction naturelle, c'est une logique intuitionniste, il y a des types inductifs, des types dépendants. Les types dépendants, il y a très peu d'outils ou de langages de programmation qui ont des types dépendants, et l'isomorphisme de Curie-Howard. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même besoin de vous parler de déduction naturelle, rien que pour faire la démo. Alors vous avez toutes les règles, là il n'y en a que 6, vous avez toutes les règles, page... En quoi ? Oui, je vais les expliquer. je vais les expliquer comment elles se lisent, justement. Alors, page 18. Vous avez toutes les... Justement, j'y venais. Alors, comment ça se lit ? Déjà, ça se lit de bas en haut. Chaque règle se lit de bas en haut. Par exemple, si je prends celle-ci,
qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous êtes dans un environnement donné qui s'appelle gamma, et je veux montrer la propriété A. Eh bien, je peux montrer cette propriété A à condition que A soit dans gamma. Donc ça, c'est une règle un peu évidente, c'est-à-dire si j'ai A, en gros, c'est si j'ai A, alors j'ai A. Donc c'est là... Oui. On m'applaudit, hein, on applaudit la règle, hein, c'est si j'ai A, alors j'ai A. Ça, c'est la règle axiomatique, c'est pour ça qu'est axe, c'est la règle axiomatique de base. Donc on va remonter comme ça à chaque fois dans l'épreuve pour obtenir la règle axiomatique. Maintenant, la règle de la flèche intro, I comme intro, E comme élimination. La règle de la flèche intro, ça veut dire, je suis toujours dans un environnement gamma. Si je veux montrer que A flèche B, A flèche B, en gros, ça veut dire, si j'ai A, je vais pouvoir montrer B. Pour montrer que A flèche B, eh ben, il suffit, une des premières choses à faire, c'est de dire, il faut que A vienne augmenter mon environnement gamma. Donc A vient augmenter mon environnement gamma, et dans ce cas-là, je pourrais prouver B, et puis après, je pourrais continuer. Autre exemple, maintenant, si je veux prouver... Juste une question sur ce gamma. Donc gamma, c'est un environnement, donc typiquement ça contient des axiomes. Ça contient autre chose ou c'est juste une liste d'axiomes? Non, alors, gamma, il peut être vide, déjà au départ. Au départ, il peut être vide. Après, au fur et à mesure où on l'augmente, alors ça peut contenir les axiomes s'il y en a, mais souvent on préfère ne pas axiomatiser les choses. Alors je dis ça, mais demain je vais dire le contraire, mais c'est pas grave. Mais les axiomes, c'est dangereux quand même, parce que les axiomes, ils peuvent être faux. Un axiome, c'est quelque chose qui n'est pas démontré. Donc souvent on essaye d'éviter d'avoir des axiomes dans notre environnement. Mais ça peut aussi contenir les lemmes ou les théorèmes qu'on a démontrés avant. D'accord, oui. Donc en fait, ça contient ce qui est nécessaire à ce qu'on veut prouver, voire plus. Mais en tout cas, c'est une liste d'énoncés. C'est une liste d'énoncés, c'est une liste de théorèmes, c'est une liste de définitions. Voilà. Il ne faut pas dire que c'est un ensemble. On ne peut pas dire que c'est un ensemble d'énoncés. Ou ça revient au même chose. C'est un abus de langage, mais c'est pas... alors, tu peux très bien dire, tu le codes comme une liste ou tu le codes comme un ensemble, mais c'est une succession de... Et fini, après. Ah oui, fini, oui. Toujours fini, de toute façon. Oui. Alors, comment... Si on veut montrer A et B, là c'est facile, hein, si on veut montrer A et B, il faut montrer, donc là l'arbre, il va avoir deux branches, il faut montrer à la fois A et puis à la fois B, sur le même environnement. Maintenant, si on veut montrer A et que on peut très bien avoir à montrer A, et du coup, augmenter en quelque sorte les hypothèses, mais pour dire, tant qu'on a A et B, on pourra montrer A. Pareil pour B. Alors celle-là est intéressante et elle est utilisée assez souvent. Il faut l'utiliser à bon escient. C'est l'unique façon de montrer le false. Donc ça, c'est false. Ah oui, pardon. Ça, c'est faux. C'est le bottom, c'est faux. Celui-là. L'unique façon de montrer le faux, c'est que on a à la fois A et puis non A. Donc là, on est on a des hypothèses incohérentes, A et non A, et du coup, on va pouvoir montrer faux. Donc, grâce à toutes ces règles, alors il y a plusieurs systèmes de déduction. Grâce à toutes ces règles de déduction naturelle, on va pouvoir faire des équivalences dans notre système. Alors notre système ROC, il est basé sur ce qu'on appelle un langage de tactique. Les tactiques, c'est des ordres qu'on va donner à notre prouveur pour lui dire applique telle ou telle règle. Donc par exemple, si je lui dis assumption, il va appliquer la règle axiomatique.
Si je lui dis intro, il va appliquer la règle flèche intro. Si je lui dis apply, etc., il va appliquer un certain nombre de règles qu'on a vues tout à l'heure. Et donc, du coup, il va faire petit à petit la preuve. Ça, je vais passer dans un premier temps, parce que là, c'est vrai que c'est totalement nouveau, je vous sens un petit peu perdu. Alors, exemple, après on va faire la démo. On veut montrer que que pour tout n plus 0 égale n. Vous allez me dire, c'est complètement stupide, mais il faut bien commencer quelque part. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on montre ça? Alors, ce qui est intéressant dans les systèmes de preuve, alors c'est à la fois intéressant et à la fois pénible. C'est-à-dire que il faut vraiment la machine, on n'arrête pas de parler d'intelligence artificielle, etc. La machine est bête en fait. On est bien d'accord, elle est pas. L'intelligence, c'est que de l'apprentissage, de toute façon. Elle a des capacités d'apprentissage parce que c'est des calculs monumentaux, énormes. Mais la machine, elle est bête, elle ne réfléchit pas. Et donc, du coup, il faut aller vraiment jusqu'à la base de ce qu'elle peut faire. Et la base de ce qu'elle peut faire, c'est la règle axiomatique dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, si j'ai A, alors j'ai A. Mais elle va pas arriver. Elle va pas arriver. Comment ça se fait, ça ? Elle va pas arriver à démontrer ça, comme ça, par miracle. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu à démontrer ce genre de choses. Ah non, pas en prépa. En prépa, ils savent que n plus 0 égale n. Mais peut-être que c'est un exercice intéressant. Nous, on le fait. Alors, je vais parler enseignement après, mais nous, on le fait avec des étudiants, justement. Comment on démontre que n plus 0 égale n? On fait une preuve par récurrence. Et une preuve par récurrence, on lui dit induction, donc tu fais une récurrence sur n, après tu simplifies, on va faire la démo tout à l'heure, parce que là c'est pas une démo, c'est juste... Après tu simplifies, donc tu auras le cas de base, tu auras 0 plus 0 égale 0, donc ça, il va savoir simplifier. C'est reflexivity, donc il va obtenir 0 égale 0. Donc 0 égale 0, c'est la règle c'est de la réflexion, enfin réflexivité. Ensuite, la IHN, c'est l'hypothèse d'induction. Donc ça, pour les étudiants, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que ça leur montre vraiment quel est le schéma et le principe de récurrence. Et puis après, réflexivity à nouveau. Alors je vous rassure tout de suite, dans un outil tel que ROC, on n'est pas obligé à chaque fois qu'on tombe sur n plus 0 égale n de reprouver. On a des tactiques automatiques. Easy fait ça très bien. Enfin voilà, il y a des choses. Non, c'est juste pour rassurer parce que voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a fait ça? Les entiers naturels, comment ils sont définis? Là, on va parler de lambda calcul. Lambda calcul, j'ai écrit dans le support que là, c'est pareil. Gilles Deweck, que j'avais en cours à l'époque, nous avait dit, c'est quelque chose qui m'avait frappé, il nous a dit, le lambda calcul, on aurait très bien pu l'appeler flèche calcul. D'accord ? Le lambda calcul, c'est un nom savant. Alors d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, peut-être que Benjamin, il sait pourquoi ça s'appelle lambda. Non. T'as oublié, oui, moi aussi. Donc je ne sais pas pourquoi lambda, mais en tout cas, c'est juste une manière de représenter les fonctions. Alors, le lambda calcul, par exemple, si vous écrivez lambda x, alors je vais parler du lambda calcul typé, moi, Benjamin vous dira quels sont les inconvénients de ne pas typer, mais moi je vais vous parler de lambda calcul typé, c'est-à-dire, si on écrit ça, d'accord, lambda x nat x plus 1, d'accord, ça c'est exactement la même chose, alors je vais écrire f, par exemple, que d'écrire f de type n flèche n, et puis à x, on associe la fonction x plus 1.
D'accord? Donc ça, c'est là exactement pareil, sauf que c'est un formalisme qui est beaucoup plus puissant. C'est quoi le symbole entre nat et x plus 1? C'est un point. C'est un point. Ouais. C'est un point. Donc ça, c'est un formalisme où on peut, en plus, faire des fonctions de fonctions, on peut aussi définir des fonctions à plusieurs variables. C'est vraiment un formalisme qui est très très puissant. Donc ça, c'est Alonzo Church qui est à l'origine en 1936 du lambda calcul. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Alonzo Church, il a inventé ça, et puis c'est resté un peu inutilisé pendant 22 ans, jusqu'en 58. 58, c'est en fait le premier langage de programmation fonctionnelle, c'est Lisp. Donc Lisp, qui est un langage de programmation fonctionnelle, alors ça s'appelle fonctionnel parce que fonction. Hein. Et donc Lisp est vraiment basé sur le lambda calcul inventé 22 ans plus tôt par Alonzo Church. Donc le lambda calcul, c'est ça. Et puis, alors comment on fait par exemple pour faire f de 3? D'accord? F de 3, c'est lambda x de type nat, x plus 1, oui, appliqué à 3. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Je remplace, je fais x plus 1 où x est égal à 3. Alors il y a plusieurs notations, hein, donc on appelle ça c'est une réduction. On appelle ça une réduction et en l'occurrence, on appelle ça la bêta réduction. Donc x plus 1 appliqué à 3 et donc ça se bêta réduit. X plus 1 appliqué à 3, 3 plus 1 qui est égal à 4. D'accord? Donc, il y a des tas de réductions. Oui, vraiment, c'est juste. Donc, l'avantage de ça, c'est vraiment juste au niveau de la notation. C'est-à-dire, en fait, si je voulais écrire au lieu de lambda x point x plus 1, juste écrire f de x égale x plus 1, mais garder ça entre brackets et puis faire une bêta réduction à partir de ça, ça pourrait marcher pareil. C'est juste une suite de symboles oui. Où on sait quoi identifier après. Oui, okay. on peut dire ça comme ça. Ok. Sauf que quand même, si tu veux écrire lambda x, lambda y, par exemple, je sais pas, x fois y, c'est quand même plus facile de l'écrire comme ça. Parce que ça coderait f de x et y. Ouais, ça en fait, c'est une fonction qui prend deux arguments, x, y, en maths. Alors en maths, c'est un peu compliqué parce que ce serait n2 flèche, alors ça dépend ce que je mets après. Hein. Si je mets x plus y, n2 flèche n, d'accord? Et donc ça ferait x, y, x plus y. Donc là, le n2, en fait, alors, il y a ce qu'on appelle la curification, mais ça, je ne voulais pas trop en parler. Ça c'est un couple x, y, d'accord? Et ça, c'est la même chose que de dire j'ai x et y, enfin, x flèche y, enfin, flèche... oui, non, mais de même que de noter f de x virgule y, on peut noter f de x, de y, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est un peu la même chose, parce qu'il n'y a pas de vraie notation mathématique pour faire ce qu'on appelle cette curification. Donc, tandis que là, ça vient tout seul, là, c'est tout seul. Mais sinon, c'est pareil. Alors, quand on... Non, question, ça va? Ça paraît compliqué que pour calculer plus de fonctions. Non, au contraire. On va pratiquer un petit peu après.
Oui, c'est une question d'habitude et une question de pratique, mais il y a beaucoup plus de choses. On peut faire beaucoup plus de choses simplement, et en particulier automatiser les choses dans un. Ouais. Est-ce que je peux juste kidnapper votre attention 5 secondes, hein, parce que comme je sais qu'il y en a il y a pas mal de camels en prépa, combien parmi vous sont relativement familiers avec OCaml? Ok. Alors, dans le support de cours, j'ai fait des exemples en partant d'OCaml, justement. Parce que OCaml, c'est un langage fonctionnel. Et donc, quand vous écrivez en OCaml let f de x égale x plus 1, bah c'est exactement la même chose. Donc, sauf qu'en OCaml, on n'utilise pas lambda, mais c'est exactement pareil. Et donc, au niveau, quand on définit un type inductif, alors quand on fait des preuves en coq, tout à l'heure, on a fini la preuve. QED, ça veut dire la preuve est terminée. L'outil va vérifier le type, type checker, va vérifier le type du lambda terme obtenu. C'est pour ça que je parle de lambda calcul et de lambda terme. C'est parce que cette preuve-là va nous fournir un lambda terme. Le lambda terme, il est ici. Alors, je ne vous le fais pas lire, mais on va quand même le lire un petit peu ensemble après. Alors, on va commencer par le schéma d'induction. Quand on définit le type inductif des entiers de Peano. Donc là, on est dans les entiers de Peano. Les entiers de Peano, on a dit tout à l'heure, c'est 0 et successeur. D'accord? Alors, les entiers de Peano, on appelle ça aussi les entiers bâtons, c'est-à-dire que 3, c'est égal à successeur de 0. D'accord? Si vous remplacez le successeur par un bâton, ça vous fait 3 bâtons. Donc, c'est les entiers de Peano, c'est les entiers bâtons. Donc, les entiers dans ROC, alors il n'y a pas que ces entiers-là, mais nous, on va parler de ces entiers-là. C'est les entiers de base de ROC, et c'est des entiers qui sont vraiment hyper simples à utiliser, parce que, justement, on peut faire de la récurrence dessus très facilement. Et dans ROC, alors moi je dis ça, ROC, on ne calcule pas. Benjamin va vous dire le contraire, parce qu'on peut quand même calculer dans ROC. Mais disons que quand on fait des preuves comme ça mathématiques, souvent on n'a pas besoin de faire du calcul. Parfois oui, en l'occurrence pour le théorème des 4 couleurs, il va vous montrer qu'il y a du calcul à faire. Mais souvent on ne calcule pas. Et donc, par contre, vous avez un schéma d'induction. Ce schéma d'induction, vous le connaissez, hein. Vous le connaissez depuis la classe de quoi? De seconde ou je sais pas quoi, quand on fait la récurrence. Non? Seconde? Oui, seconde, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe là? D'abord, on vérifie pour le cas 0, d'accord? Ensuite, on dit, bah, si pour tout n, à partir de P de n, on peut montrer que c'est vrai pour P, alors ça c'est successeur de n, donc est-ce que c'est vrai pour P de n plus 1? Alors, c'est vrai pour toutes les propriétés. Donc, ce schéma d'induction-là, il est généré automatiquement par le système dès qu'on déclare un type inductif. Et c'est ce schéma qui est utilisé quand on applique la tactique induction. Eh ben, c'est ce schéma qui est utilisé. Vous voyez ici, on a le cas de base, 0 plus 0 égale 0, qui est prouvé par la tactique de réflexivité. On a ici l'hypothèse de récurrence. Si c'est vrai pour n, alors on le prouve pour n plus 1. Et c'est vrai en appliquant l'hypothèse de récurrence. Et finalement, on a que c'est vrai pour tout n. Alors ça, c'est lisible, hein. Alors on peut dans le système l'écrire directement. Il y a une tactique qui s'appelle exact, où vous pouvez directement donner le lambda terme, c'est-à-dire ça, mais personne, enfin pas grand monde ne fait ça. Voilà. Alors ça c'est un peu ce que j'ai écrit au tableau, c'est-à-dire en ROC on a ce genre de choses, le lambda calcul et en maths on a ça, et la bêta réduction c'est ce que j'ai écrit au tableau là-bas. Alors je vais vous faire un peu de démo peut-être,
pour que vous voyez plus à quoi ça ressemble. Et puis, si vous voulez, on pourra revenir sur... Non, mais c'est bon. Alors, par exemple, voilà. Ici. Alors, on va se mettre ici, par exemple. Voilà. Donc, vous vous souvenez où je vous disais, en déduction naturelle, on part du bas. Les règles de la déduction naturelle, on part du bas pour remonter. Et bien, dans le logiciel d'Hancock, c'est la même chose. Ce qui est en bas, c'est ce qu'on veut prouver. D'accord ? Et puis, on va appliquer des choses, des tactiques, pour lui dire, bah, applique telle ou telle règle. Cet exemple-là, il est issu d'un cours qu'on fait en double licence Math Info à Sorbonne Paris Nord. Où on leur fait aux étudiants, on leur fait du rock. Donc dès le mois de septembre, ils arrivent, ils sortent du lycée, ils sortent de la terminale, on leur fait du rock. Et alors, et donc on leur explique. Alors il y a plein de choses avant, hein, mais on leur explique que comment faire les preuves. Donc je vous montrerai, si j'ai le temps, ouais, j'aimerais bien avoir le temps, un fichier un peu plus fourni des preuves qu'ils peuvent faire avec. Et donc, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans au moins qu'on fait ce cours. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on fait ce cours. Et il s'avère que nos collègues enseignants de maths trouvent que depuis qu'on fait ce cours, les étudiants sont beaucoup plus rigoureux dans leur manière de rédiger leurs preuves mathématiques. Et donc, notre but à nous, c'est pas de leur apprendre rock, ni de leur apprendre la logique sous-jacente. Là, je vous en ai parlé parce que je trouve que pour vous, c'est intéressant de savoir ce qui se passe derrière, toute l'évolution qu'il y a eu pour arriver à ces outils. Mais eux, non. Eux, c'est vraiment côté utilisateur. On leur parle pas de calcul des constructions inductives, on leur parle pas de lambda calcul, on leur parle pas de déduction naturelle, on leur parle pas de tout ça. Mais par contre... on leur explique comment sont définis les entiers de Peano. On leur explique par exemple le schéma inductif qui est issu des entiers de Peano. Et du coup, cette preuve par exemple sur l'associativité. Parce que n plus m plus p, là, il manque un parenthésage. Oui, c'est ce qui est dit en commentaire ici. C'est-à-dire que par défaut, l'associativité est parenthésée à gauche. Donc là, en fait, entre le n plus m, c'est parenthésé à gauche. Donc c'est pas indiqué, c'est pas affiché par le petit printer de Rock. Alors ça, c'est des choses à savoir. Voilà. Mais par contre, quand on inverse le parenthésage par défaut, bah forcément, c'est logique. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une induction sur n. On a fait une induction sur n. C'est pas ce que j'aurais voulu qu'il vous montre. Alors attendez, je vais modifier un petit peu ça parce que là, c'est un peu trop automatisé. Et puis, voilà. Donc, j'ai fait une induction, donc une récurrence sur les entiers, et j'ai mis les variables, je les ai mis dans le contexte. Donc elles sont passées au-dessus du trait. D'accord? Et donc, je dois montrer le cas 0. L'induction, elle est que sur n. Hein. Donc, le cas de base, c'est je remplace n par 0. D'accord? Et là, bah, comment ça se passe?
bah, la réflexivité va le montrer tout seul. Et ce qui m'intéresse, c'est le cas inductif. Le cas inductif, je vais appeler la tactique simple. Regardez bien ce qui se passe ici. Vous voyez la différence? Donc, qu'est-ce qui se passe? Regardez comment est définie l'addition. L'addition, elle est définie si, donc j'ai l'addition entre, là-bas, l'addition entre n et m, d'accord? Ça, ceux qui font du OCaml, vous arrivez à lire parce que c'est exactement la même chose. Vous voyez que c'est une syntaxe très très proche de OCaml. Donc, je fais un match. Si j'ai 0, si n est égal à 0, ben j'obtiens m, d'accord? Et si n est égal à successeur de p, eh ben j'obtiens successeur, et je me rappelle récursivement sur p et m. Donc ça, c'est l'addition de n add de n et de m. Ok? Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais appliquer, je vais remonter d'un cran, ici. Donc ici, c'est pour ça que je vous parlais de réduction tout à l'heure. Ici, j'ai S de n plus m plus p. Et ça, c'est égal à S de n plus m, je vais mettre les parenthèses, plus p. Ok? La tactique simple, elle fait de la réduction. Donc là, on est dans quel cas? On n'est pas dans le cas 0. Hein. On n'est pas dans le cas 0 parce que là, on est dans un cas successeur. Donc le cas successeur, il va appliquer ça et donc il va dire qu'on est dans le cas S. C'est pour ça que vous voyez la différence. On est dans le cas S, finalement, de n, d'accord, plus m plus p égale, et puis là, là on s'en fiche un peu pour l'instant. Bon, enfin non, pas tant que ça. Non, ouais. Donc il les applique plusieurs fois, hein. Il applique la simplification plusieurs fois. Donc vous voyez là? Et là, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il faut toujours regarder là-haut. Il faut toujours regarder là-haut parce que là-haut, on a une hypothèse de récurrence. Si on l'avait pour n, alors l'hypothèse de récurrence, c'est si on l'a pour n et qu'on peut le prouver pour n plus 1, etc. Donc là, l'hypothèse de récurrence, c'est on a la propriété sur n et on veut la prouver, on veut sur n plus 1. Sauf qu'en ayant fait simple, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve n plus m plus p. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut appliquer l'hypothèse de récurrence. Donc, on peut réécrire. Alors, là, le intro, il est pas nécessaire parce que je l'avais déjà fait tout à l'heure. Le intro, je vais l'enlever parce que je l'avais fait tout à l'heure. Donc là, on peut réécrire l'hypothèse de récurrence. Vous avez eu le temps de voir ce qui s'est passé? Vous avez vu là? Vous réécrivez. Et là, du coup, qu'est-ce que vous obtenez? Bah, vous obtenez A égale A. Hein. Donc là, c'est fini par réflexivité. Et donc, la tactique rewrite La tactique rewrite, elle réécrit quand vous avez quelque chose en hypothèse qui est A égale B. Vous avez une hypothèse H.
Donc elle réécrit A en B. Elle réécrit. Pas B en A. Si vous faites rewrite de flèche comme ça, H, là, elle va réécrire B en A. La flèche par défaut, c'est celle-là, elle réécrit A en B, et l'autre côté, ça réécrit B en A. Donc effectivement, vous pouvez réécrire des deux côtés, et vous voyez que ça, c'est encore un exemple où on doit tout lui dire, parce qu'il n'est pas capable de voir tout seul de quel côté il doit réécrire. Alors, oui. C'est juste pour revenir sur le cas de base avec 0. Le cas de base, oui. En fait, il y a l'idée que 0 plus quelque chose égale quelque chose. Mais ça, en fait, ça apparaît où? C'est dans le reflexivity? C'est dans le reflexivity, parce que là, on pourrait faire simple aussi. Vous voyez? Si je fais simple, d'après la définition ici, quand j'ai 0, il me réécrit en M. Donc le reflexivité, il est un petit peu plus puissant que juste le reflexivity. Il ne regarde pas juste si c'est vraiment pareil. Il ne regarde pas juste si c'est vraiment pareil, il fait du simple aussi. Donc il y a un ensemble d'axiomes qui permettent de faire des réécritures basiques aussi. Oui. Qui sont spécifiques. Là, les règles de déduction naturelle que je vous ai montrées, j'ai un petit peu triché parce que c'est des règles de déduction naturelle vraiment de base, mais les tactiques, elles, une tactique peut appliquer plusieurs règles de déduction naturelle en une seule tactique. Ouais. Et le QED, tu as dit que ça servait à Alors, vérifier le type d'un lambda terme ou quelque chose comme ça. Alors le QED, du coup... Est-ce qu'il peut échouer, le QED? Alors, quand on est ici, on nous dit là-haut, tu as démontré tous les buts. Donc, en principe, le QED, je crois que je ne suis même pas sûre de l'avoir vu échouer une seule fois, mais quand le QED échoue, peut-être que toi, avec les 4 couleurs, tu as vu échouer le QED, mais c'est très rare. C'est que... J'en dirai peut-être un mot après. Ça vaut le coup de reposer la question à ce moment-là quand je parlerai tout à l'heure. Mais en l'occurrence, alors le QED, il va type-checker alors le lambda terme qu'on a ici. Et peut-être ce qu'on peut dire, c'est que le QED fait une deuxième passe, il vérifie que la construction a été bien faite. Et du point de vue architecture de sûreté, de la confiance qu'on peut avoir, il suffit de faire confiance au QED. C'est un peu ça le truc. C'est un point qui est important. Oui, en fait, le QED, quand le QED passe et qu'on affiche... ah non, c'est pas ça que je voulais afficher. Je voulais afficher le lambda terme du lemme d'associativité de tout à l'heure, qui était... print plus associatif. Donc, une fois qu'on a fait le QED, le lambda terme, il est là, il est encore plus compliqué que celui qu'on a vu tout à l'heure. Et le QED, en fait, il refait une passe de typage sur tout ce lambda terme par rapport aux règles internes du système, aux règles logiques du système. Donc, mais c'est assez rare Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu échouer personnellement parce que je ne fais pas des choses suffisamment... Je pense que là où il y a plus de problèmes ou de risques d'échec, justement, c'est quand il y a du calcul ou c'est quand il y a de l'automatisation qui utilise du calcul. C'est pour ça que je me retournais vers Benjamin, parce que moi, je fais vraiment des preuves, quoi. Je ne fais pas de calcul. Enfin, et donc, il y a une vraie différence dans ce genre dans ces outils entre le calcul et la preuve. Alors après, on peut toujours discuter, est-ce que 2 plus 2 égale 4? Est-ce que c'est une démonstration? Ou est-ce que c'est un calcul? Et en l'occurrence, pour les entiers de Peano, ou même pour les réels, dont je vais vous parler demain, 2 plus 2, c'est plus une preuve qu'un calcul. Voilà. Alors, là, alors déjà, on peut se demander, est-ce que la réduction, est-ce que le fait de faire ça, est-ce que ça, c'est un calcul? On peut se poser la question, donc c'est déjà un petit calcul. Un calcul, c'est ce que font les langages de programmation.
Les flottants, c'est des calculs. Voilà. Les entiers binaires, c'est du calcul. Benjamin, demain, il va vous parler de VM Compute, qui est une tactique qui fait du calcul. Donc lui, il va vous en parler pour le coup, parce que pour le théorème des 4 couleurs, il y a vraiment du calcul. Alors, je voulais vous parler je voulais vous montrer un autre exemple de ce qu'on peut faire avec les étudiants. En particulier, celui-là vous aurait plus intéressé peut-être parce que c'est les coefficients binomiaux. Et donc, on a tout un panel d'exercices sur les coefficients binomiaux. Par exemple, le fait que qu'est-ce qui est... Voilà, que la somme des coefficients binomiaux, eh ben, c'est 2 puissance n. Donc, et vous voyez qu'on a plusieurs, pour les étudiants, il y a plusieurs indications. Donc pour faire, si on reprend cet exemple-là, donc la somme, ça c'est la somme de 0 à n, la somme sur k, donc les coefficients binomiaux, alors moi je suis habituée à dire CNK, mais je ne sais pas comment... CNK, voilà, je sais pas. D'ailleurs, avec la notation comme ça, là, je ne sais pas comment on dit. K parmi n. Ah, c'est ça le nouveau truc, c'est K parmi n. Non, moi j'ai appris CNK, pardon. Mais... Donc K parmi n, ok. Donc K parmi, c'est long, bien. C'est un peu long. Ouais. Très bien. Donc K parmi n, la somme des K parmi n. Ok, d'accord. Eh ben c'est 2 puissance n. Donc là, vous voyez, on leur dit, eh ben il faut commencer, ce serait bien de commencer par transformer 2 en une somme. Alors 2 en une somme, bah, on commence par transformer. Donc 2 c'est 1 plus 1, d'accord. Alors voilà, donc là je lui dis, bah, remplace 2 par 1 plus 1. Et puis, prouve-moi automatiquement que 1 plus 1, ouais, ça fait 2, donc par reflexivity. Et donc, il m'a remplacé 1 plus 1 là-dedans. Ensuite, on leur dit, utilise la formule du binôme qui est au-dessus, la formule du binôme qu'on a prouvée avant. Donc, je réécris la formule du binôme. Voilà, donc en réécrivant la formule du binôme, eh ben, mon terme de gauche reste inchangé, mais mon 1 plus 1 puissance n, eh ben, je peux le réécrire en la somme des i parmi n de 1 puissance i fois 1 puissance n moins i. Donc, il me réécrit la formule du binôme. Ensuite, j'applique un autre lemme que j'ai avant, que je peux vous afficher ici, qui est celui-là, le fait que la somme, que si j'ai f de 1 de k égale f de 2 de k, etc., bah, j'ai la somme, enfin ça passe à la somme, c'est la même chose. Et puis après je réécris, alors j'ai des tas de modifications un peu pénibles sur le fait que 1 puissance n, eh ben, c'est pareil que 1, et sur le fait que 1 puissance n moins k, c'est pareil que 1, etc. Donc il y a des tas de choses un peu pénibles. Mais on arrive à leur faire des choses assez compliquées avec les coefficients binomiaux qui sont intéressantes. Donc je vais conclure pour aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, c'était vraiment une introduction un peu simple en principe de ce qu'on peut faire avec les preuves formelles et de toute l'évolution au niveau de la recherche et qui s'applique maintenant à l'enseignement. Demain, on parlera de choses un petit peu plus compliquées qui sont les réels et l'analyse numérique. Et si vous êtes intéressé, bah, j'aurais pu expliquer, revenir, si vous voulez qu'on fasse ça demain, que je revienne plutôt sur les notions de Curie-Howard et des choses comme ça, c'est possible aussi. Mais c'est dans le support de cours, pour le coup. Voilà. Y a-t-il des questions? Là,
Là, si j'ai bien compris la preuve du binôme, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on part de ce qu'on veut montrer, on fait des tas de réactions, on arrive à genre, C'est ça. A égale A. Exactement, c'est ce qu'on appelle une preuve backward. En fait, en pratique, quand on fait pas comme ça. Non, alors en pratique, en maths, en maths, on fait pas comme ça. Ouais. Alors. Donc, en fait, est-ce que du coup, il y a toujours cette philosophie de faire une preuve un peu différente Alors, la philosophie, c'est vraiment une preuve en backward, mais on peut très bien faire une preuve en forward, c'est-à-dire en avant. En fait, en maths, les matheux, vous faites une preuve en avant. On peut le faire en mettant assert, par exemple. Vous avez une tactique qui est assert le machin que vous voulez mettre, et puis du coup, ça vous prouvez de manière intermédiaire des espèces de sous-étapes qui font que votre preuve devient en forward, en forward, en avant, une preuve en avant. Mais la philosophie, c'est plutôt la philosophie de la déduction naturelle qui est en fait, comme vous avez dit, on part de ce qu'on veut et puis on remonte jusqu'à l'axiome qui est une preuve en arrière. Mais les deux sont possibles. Mais la philosophie naturelle, c'est la preuve en arrière. Bien, y a-t-il d'autres questions? Qu'est-ce qu'il a fait Sophie Germain Sophie Germain, non, c'était un exemple d'exemple de maths, hein, pas de logique. Oui, non, ça pas la preuve de logique. C'était juste des maths. Sophie Germain, et une Paty aussi. Quand on parle de théorie des types, comment on se place par rapport à la logique du premier ordre ou la logique classique intuitionniste? Par exemple, quand on est en logique du premier ordre, on peut décider de se placer en logique classique ou intuitionniste. Si on s'intéresse à la théorie des types, est-ce qu'on peut faire de la logique du premier ordre? Est-ce qu'on peut faire de la logique classique, de la logique intuitionniste? Je ne comprends pas bien le rapport. Je sais pas si ma question est très claire. Alors, la théorie des types, c'est... Enfin, est-ce que ça remplace la logique du premier ordre? Non. Ou est-ce que ça non. C'est plus fort. Enfin, ça remplace, non. C'est-à-dire que quand... Déjà, il y a... Non. La théorie des types, c'est une théorie qui est beaucoup plus forte, où on peut, typiquement, quantifier sur des propositions et sur des fonctions, ça permet de prouver et de formaliser beaucoup plus de choses. La logique du premier ordre, on est quand même limité à la quantification sur les variables. Oui, mais quand on fait de la théorie des types, on n'utilise pas les définitions, disons, de la logique du premier ordre. Si. La logique du premier ordre, elle est en quelque sorte inclue dans la théorie des types. D'accord. Enfin, parce qu'on n'est pas obligé de quantifier systématiquement sur des propositions. On peut ne quantifier que sur des variables. D'ailleurs, là, ce que j'ai fait, c'est pas tellement d'ordre supérieur. D'accord, mais elle est inclue. Et du coup, quand on s'intéresse aux règles de la logique, là, quand on est en théorie des types, on peut choisir d'utiliser les règles de la logique intuitionniste ou classique. Alors, là, par défaut, oui. Par défaut, on est intuitionniste. Si on veut ajouter le tiers exclu, il faut l'ajouter à la main en disant « j'ajoute l'axiome du tiers exclu » et dans ce cas-là, je peux l'utiliser. Là, il n'est pas utilisable par défaut dans tout ce que j'ai montré. C'est juste si tu as envie de rajouter un truc là-dessus, parce que effectivement, comme Nicolas, la théorie des types, ça étend la logique du premier ordre. Après, ce qui se passe en logique, il y a des différences de codage. C'est-à-dire qu'en logique du premier ordre, on ne sait pas parler de fonctions comme des objets. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on code les fonctions, on représente les fonctions par leur graphe, par des relations, des ensembles de paires, des choses comme ça. Ce qu'on peut faire en théorie des types, mais du coup, on peut parler des fonctions de deux manières différentes et ça change les choses. Après, dans la motivation de la théorie des types, en tout cas celle de Martin Löf et celles qui viennent après, il y a effectivement un truc intuitionniste. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que les preuves deviennent des objets. Une preuve de A implique B, c'est une fonction qui prend une preuve de A et qui la transforme en preuve de B. Donc c'est un objet de type A flèche B ou A implique B, c'est la même chose. Alors ça c'est assez joli, il y a tout un tas de choses, mais ce qui se passe là-dessus, quand on commence à faire ça, une preuve de A ou B, en gros, c'est soit une preuve de A, soit une preuve de B, il y a un petit drapeau, un constructeur, ce qu'en ML on appelle un constructeur, qui dit je suis la preuve de A ou je suis la preuve de B.
Et donc en théorie des types, si on fait ça, naturellement on est en logique intuitionniste. Et si on veut rajouter le tiers exclu, là effectivement il faut supposer le tiers exclu, mais ça c'est un truc qui ne calcule pas. Parce que le tiers exclu, ça c'est un truc qui nous mettrait au chômage, mais heureusement on sait que ça n'existe pas, quelque chose qui prendrait une proposition en argument et qui dit bah voilà la preuve que c'est vrai ou la preuve que c'est faux. Parce que c'est A ou noir. Donc c'est un axiome supplémentaire, c'est ça ? Donc c'est un axiome supplémentaire, ouais. Alors, là, Benjamin, il a parlé de ça. Donc, c'est-à-dire la correspondance entre type et proposition, entre programme et preuve. Donc, c'est l'isomorphisme de Curie-Howard. Il a parlé de l'interprétation de Brewer, Eyting, Kolmogorov, qui fait que la preuve de A et B, eh ben, c'est la preuve de A et la preuve de B, etc. Et il a aussi parlé de ça, qui est l'axiome du tiers exclu. Donc ça, je l'avais un peu préparé, mais voilà, on ne peut pas avoir le temps de tout. Qui est ces deux principes-là que Brewer, donc c'est vraiment Brewer qui a réfuté ces deux principes. Donc, ce qu'il vient de dire, c'est que soit on a A, soit on a non A, et du coup, bah, voilà. Alors, il y a une anecdote assez amusante, moi, que je raconte à mes étudiants. C'est, vous arrivez à la maternité, et vous avez une dame qui vient d'avoir un enfant, et puis vous lui demandez à cette dame, ah, alors, c'est une fille ou un garçon ? Et puis la dame classique, elle vous dit oui. D'accord ? Par contre, la dame intuitionniste, elle prend le bébé, elle enlève la couche, et puis elle dit, tiens, regarde, c'est une fille ou un garçon, enfin peu importe, mais voilà. Et elle apporte la preuve que c'est une fille ou un garçon. Et bien, elle ne dit pas juste oui. Donc ça, c'est la vraie différence entre la logique classique et la logique intuitionniste. Voilà. Et donc pareil pour le il existe. Le il existe, eh ben, pour montrer un il existe constructif, eh ben, il faut apporter vraiment la preuve, il faut apporter en quelque sorte le programme, et on revoit l'isomorphisme de Curie-Howard apparaître, il faut apporter le programme, enfin la preuve que ça calcule bien, qu'on a bien, que c'est bien le témoin qui vérifie la propriété. Et donc c'est grâce à la logique intuitionniste qu'on peut extraire un programme justement. Y a-t-il d'autres questions? On verra la suite demain. Je pense qu'on peut remettre une deuxième fois.